Voici un complément utile sur les angles orientés de vecteurs. Alors, les angles orientés de vecteurs, on en parle lorsqu'on aborde la trigonométrie avec le cercle trigonométrique, mais ce n'est pas toujours détaillé. Donc, en fait, si je prends T et W qui sont deux vecteurs non nuls du plan, le plan est bien entendu muni d'un repère orthonormal OUV, et je prends M et N, les points du plan, tels que le vecteur OM est égal au vecteur T, et le vecteur ON est égal au vecteur W que l'on voit ici. Et je prends donc les demi-droites ici, les demi-droites OM et ON vont couper le cercle trigonométrique ici en A et en B. Alors ici on se retrouve avec le point A et ici avec le point B. Et bien à ce moment-là, on va définir l'angle orienté de vecteur entre le vecteur T et W qui était là. Il va se noter TW comme ça entre parenthèses, hein. Il n'y a pas de chapeau dessus, c'est un angle, c'est-à-dire qu'on met le premier vecteur et le deuxième vecteur. Et les mesures de cet angle-là, ça va être celle de l'angle OM-ON que l'on avait tracé dans le cercle trigonométrique. Et donc ça correspond à l'angle OA-OB dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire l'angle qui est ici, que l'on note souvent alpha. Ici, par exemple, c'est l'angle orienté de vecteur. Je pars du vecteur T pour aller sur le vecteur N, du vecteur OA pour aller sur le vecteur OB. Alors, voilà donc cette chose-là, et bien entendu, on a cet angle-là, une mesure de cet angle-là est égale à alpha à un certain nombre de tours près, parce que bien entendu, je peux faire des tours dans un sens ou dans l'autre, autant que je veux, donc plus k de pi pour k appartenant à z. Cette notation, là, cette notation TW, souvent vous posez la question, ben, c'est tout simplement, elle désigne à la fois l'angle, mais elle désigne aussi ses mesures. Alors, on arrive à quelques propriétés dans les remarques, mais qui sont évidentes. Si je prends un angle orienté de vecteur avec lui-même, eh bien, on est bien d'accord que ça nous fait 0, mais plus k de pi, donc ça nous fait k de pi avec k qui appartient à z. Si je prends maintenant un angle orienté de vecteur entre t et moins t, je l'ai symbolisé ici, on est bien d'accord que l'angle orienté va être comme ceci, je pars de t pour aller sur moins t, donc je tourne comme ça, et ici on est bien d'accord que j'ai pi à cet endroit-là, donc ça va me faire pi plus k de pi, puisque bien sûr je peux tourner autant de tours que je veux. Une précision que j'ai donnée ici sur les angles géométriques. Il ne faut pas confondre les angles géométriques et les angles orientés. Un angle géométrique, donc je l'ai fait dans le triangle ici, j'ai pris un triangle ABC, je prends mon angle géométrique A que je symbolise par un petit arc de cercle comme ça, vous remarquez qu'il n'y a pas la flèche, alors que dans les angles orientés précédents, j'ai toujours fait une flèche pour respecter l'orientation du cercle trigonométrique. On tourne toujours dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et dans le sens indirect quand on tourne dans le sens horaire. Donc, si je prends cet angle géométrique-là, eh bien, il va correspondre à deux angles orientés. Les deux angles orientés qui sont celui-là, que je vais avoir comme ceci, et l'autre que je vais avoir comme cela. Donc, ça fait deux angles orientés pour un seul angle géométrique. Donc, l'angle géométrique, on le note avec un chapeau dessus, et l'angle orienté, donc en bleu, c'est l'angle AC-AB, donc ici c'est celui-là, et ici le deuxième, l'angle AB-AC, il est en violet ici. Et donc voilà, faites attention pour la différence entre l'angle géométrique et l'angle orienté. On va voir quelques conséquences et quelques propriétés de ces angles orientés. La première, c'est la relation de Chasles. Alors, il faut bien comprendre une chose, vous avez trois vecteurs, donc je prends U, V et W, et je dis que pour aller de mon vecteur U à mon vecteur V, alors évidemment, je fais l'inverse, ici je vais prendre V, ça sera plus simple, et ici je vais prendre W, ça sera plus simple pour le faire. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir de mon vecteur U pour aller sur mon vecteur W ici. Et puis après, je vais continuer en tournant pour aller du vecteur V jusqu'au vecteur W. C'est-à-dire que je fais ça et j'ai la même chose que si j'étais allé directement
du vecteur U au vecteur W. Donc la relation de Schall, elle dit que pour prendre un angle entre deux vecteurs, on peut passer par un vecteur intermédiaire et on retrouve exactement un truc, enfin quelque chose de similaire à ce qu'on avait vu sur les vecteurs, sur la relation de Schall avec les vecteurs. Une autre propriété ici, c'est que si on prend donc deux vecteurs non nuls t et w toujours, et je m'intéresse à l'angle wt, ben vous voyez que l'angle wt ici, je tourne dans ce sens-là, et par rapport à l'angle tw, qui est le même d'un point de vue géométrique, mais qui par contre est opposé, puisqu'on ne tourne pas dans le même sens. Donc l'angle wt est égal à moins l'angle tw. C'est-à-dire si vous permutez l'ordre des vecteurs, ça multiplie par moins 1. Maintenant, si je prends pour tout vecteur a non nul, donc qu'est-ce que je fais? Si je prends mon vecteur tw d'après la relation de Schall, je peux passer par un vecteur a, d'accord? Là c'est Schall qu'on utilise pour faire ça. J'inclus la démonstration dans la propriété. Et donc si j'ai cette chose là, je vais pouvoir dire que ici ça nous fait est égal à AW comme angle ici, et je vais dire moins l'angle AT. Donc voilà une propriété qui peut être utile dans les calculs. Une dernière propriété ici qui est évidente avec les connaissances que l'on a. Donc je prends K qui est un réel non nul, et en fait à partir de mon angle TW, je vais multiplier T par un réel K. Donc j'ai deux possibilités, mon réel K est non nul bien sûr, donc soit K est positif, soit K est négatif. Quand K est positif, et bien ici on est bien d'accord que cet angle là reste le même entre T et W et entre KT et W, puisque si K est positif, on est bien d'accord que T et KT ont même sens. Et donc automatiquement je vais avoir, donc si K est positif, ça c'est égal à l'angle TW. Et enfin, la dernière ici, si on a K qui est négatif, alors cette fois-ci, j'ai bien mon angle ici qui est donc entre T et W, mais si je veux maintenant mon angle entre KT et W, alors on aurait tendance à vouloir partir dans ce sens-là, mais en fait, on va partir dans le même sens, c'est-à-dire que je vais partir donc de ici, et je vais aller là pour aller après un peu plus loin. Et là, on est bien d'accord qu'on a tourné de pi. Et donc, je vais avoir l'angle KTW va être égal à pi plus l'angle qu'il y a entre T et W. Ces propriétés sont visuelles et donc elles se retrouvent extrêmement facilement. Les deux dernières propriétés vont être très très importantes, celles que vous utiliserez le plus souvent. C'est les propriétés qui concernent la collinéarité et l'orthogonalité. Alors on commence par la collinéarité. Donc deux vecteurs TW sont collinaires. Si et seulement si quoi, alors on a deux possibilités pour la collinéarité. Collinéarité de même sens, donc on a ici. À ce moment-là, je vais avoir l'angle entre T et W qui vaut 0. 0 plus quoi plus 2kπ. Donc ça va nous faire donc K fois 2π, c'est la même chose que 2kπ. K fois 2π, K appartenant à Z. D'accord? Puisqu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et ici, bien sûr, quand je fais mon angle géométrique pour aller de T jusqu'à W, ici, quand ils sont collinaires de sens opposé, j'ai ici pi en plus. Donc ça va nous faire est égal à pi plus k de pi. K appartenant à Z. Donc voilà, donc en fait on peut avoir soit 0 soit pi plus k de pi à un certain nombre de tours près, mais vous voyez qu'on peut résumer les deux là, parce qu'on a deux possibilités pour avoir collinaire de même sens ou de sens opposé, ça c'est si on veut être précis, mais si on veut uniquement collinaire, on va pouvoir résumer en disant que c'est égal à kpi, k appartenant à Z. Ça c'est important parce que ici on va raisonner en demi-tour. Donc après par contre ça ne précise pas ici si c'est collinaire de même sens ou de sens opposé. Même chose pour les vecteurs qui sont orthogonaux. Donc on a deux cas de figure, c'est-à-dire que ici je peux avoir quoi? Je peux avoir à cet endroit-là j'ai pi sur 2 pour avoir l'angle entre T et W, ou alors dans ce sens-là je vais avoir ici moins pi sur 2. Et donc, je vais avoir ici pi sur 2 plus 2kπ, plus k fois 2pi.
K appartenant à Z toujours, ou alors ça va être ici, moins pi sur 2, plus K fois 2pi, K appartenant à Z également. Et ça, on va pouvoir le résumer en disant, eh bien, si on prend sur le cercle trigonométrique, on va passer pi sur 2, puis après on va faire un demi-tour, on va avoir moins pi sur 2, 3 pi sur 2, puis 5 pi sur 2, etc. On va pouvoir fonctionner exactement comme avec la collinéarité, c'est-à-dire avec des demi-tours, mais on perdra la précision des deux cas précédents. Donc ça va nous faire ici, on va dire pi sur 2 plus k pi avec k qui appartient à Z.